Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette troisième journée de Coupe du Monde. On rentre doucement mais sûrement dans la compétition. Moi, il y a la petite excitation qui monte. Là, j'attends les matchs avec beaucoup d'impatience. Je suis très heureux d'être avec Florian aujourd'hui. Comment ça va, Flo? Comment t'appréhendes la compète là? Salut, écoute, bon, ça va bien, ça va bien. J'ai toujours un peu de mal à me mettre dedans. On verra si avec le lancement des matchs, là, tu vois, le Sénégal-Pays-Bas m'a un peu hypé, il m'a un peu fait rentrer dans la compétition, moi, ce Pays-Bas-Sénégal. Donc on va voir avec l'équipe de France ce soir comment ça rentre vraiment. Ouais, c'est le gros match qui, je pense, va nous faire basculer gentiment dedans. Et pour m'accompagner, j'ai un mec qui est plutôt heureux parce que son équipe a éclaté l'Iran 6 buts à 2, mais on va en parler au début de cette émission. C'est Tom. Comment ça va, Tom? Bah effectivement beaucoup mieux que bah déjà j'étais heureux avec l'Équateur même si c'était un match assez soporifique mais c'est Alors, vrai tu, que tu vas arrêter tout de suite de prendre 10 pays à suivre, hein. À un moment, déjà, on non t'en ça autorise ouais deux de ok par tes ok origines. Ouais, mais l'Angleterre, l'Angleterre on peut lui donner quand même. voilà l'Angleterre et la France on peut Angleterre, oui. me l'accorder donc ouais c'était bien et puis bah, le petit kiff de voir Rashford marquer un petit but et tous ces petits jeunes nous prouver que il y a de l'espoir dans la jeunesse donc peut-être que l'équipe de France ce soir peut espérer quand même un petit match. Bon, on va débriefer tout ça tranquillement, mais avant de rentrer dans les matchs de la veille, moi je voulais vous demander, il y a eu ce premier match Équateur-Qatar. On s'attendait tous à, bah, vu l'affiche, à un match pas trop regardé. Finalement, les chiffres sont sortis aujourd'hui. On a 5,13 millions de personnes en France qui ont allumé leur télé et qui étaient devant ce match. Est-ce que il faut s'attendre à ce que ce soit une Coupe du Monde plus surprenante que prévu? Et surtout, moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez pas qu'il y a eu pas une sorte de petit regard un peu malsain, vous savez, à guetter l'erreur, à guetter le pays qu'on déteste et qu'on a envie de voir chuter et qu'on a pris un petit peu de plaisir quand même à les voir se faire malmener en première mi-temps notamment. Ouais, ouais. Alors, sur la deuxième partie, c'est possible. Après, peut-être aussi qu'on n'a jamais eu de pays, on va dire, sans aller dans la critique, mais aussi peu sympathique et aussi peu avec une culture foot présente que le Qatar. Alors, si, on a eu le Japon et la Corée du Sud, mais on sentait que c'était quand même une vraie fête d'accueillir là-bas et qu'il y a eu, voilà, il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé dans l'organisation. Après, sur les chiffres d'audience, on en parlait aujourd'hui dans un peu tous ensemble et avec Tom, justement, mais c'est à prendre avec des pincettes. Là, le match était à un horaire parfait, un dimanche à 17h avec une cérémonie d'ouverture qui devait être quoi, à 15h ou 16h. Mm. Là où la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture avaient eu lieu un jeudi sur la Coupe du Monde 2018. Donc, quand on compare avec les audiences, je crois que c'est le 14 juin 2018. Donc, ouais, c'était ça, c'était un jeudi. Et je suis pas sûr que ce soit forcément comparable. C'était deux affiches qui étaient pas très sexy sur le papier. Je crois que c'était un Arabie Saoudite-Russie pour le Ouais, tout 2018. à fait, ouais. Je suis pas sûr que les comparaisons valent raison. C'était pas le même jour. Je pense que ça joue beaucoup. En plus, il n'y avait pas d'autres événements sportifs en frontal. Il y avait un match de l'équipe de France de rugby qui s'était terminé à 16h, un Grand Prix de F1. Donc pour les gens qui kiffent le sport, bah, c'était peut-être le bon moment pour switcher dans la foulée. Donc je sais pas si c'est. On verra plutôt sur la durée, je dirais. Et pour la deuxième partie, Tom, la presse s'est un peu lâchée le lendemain. Il y a eu beaucoup de chroniques et de papiers assez acerbes sur le Qatar. On sentait que ça soulageait un peu tout le monde que ça se passe comme ça, non? Ouais, bah écoute, c'est vrai que Duluc, je l'ai lu ce matin ou hier, du coup, dans l'équipe, il était assez ravi de se lâcher sur le gardien notamment, qui était plutôt mauvais. Donc, je pense qu'il y avait un peu l'idée de traverser du désert, qu'on se rend compte qu'on peut pas acheter, pas forcément acheter le foot, mais on peut pas acheter la qualité et le talent, et que c'est pas juste l'Aspire Academy qui va transformer ça en équipe compétitive. Euh, je pense que l'événement en soi, la cérémonie était très belle, ça faut leur accorder. Mais le match en lui-même, voilà, effectivement, il y avait peut-être cette partie-là. On est intrigué de voir ce que ça peut donner. Et que là, du coup, tu as l'ambivalence. Ceux qui étaient vraiment intéressés par le côté foot, se dire, ah, peut-être qu'ils peuvent être intéressants. Et tu as l'autre, évidemment, le côté un peu cynique de se dire, ouais, putain, ils sont vraiment très mauvais, quoi.
Ok, ok. Bah écoutez, merci les gars, j'avais envie de vous entendre là-dessus parce que moi j'avoue que j'ai eu un sentiment un peu paradoxal, une petite curiosité malsaine et je suis content que vous l'ayez partagé avec moi. Du coup, avant de passer à vos chroniques, on avait 3 matchs aujourd'hui, victoire de l'Angleterre sur l'Iran 6-2, les Pays-Bas qui battent difficilement le Sénégal 2-0 et les États-Unis qui concèdent le nul face au Pays de Galles. Au-delà du temps additionnel à rallonge, on a l'impression que le foot est devenu comme la NBA. Il faut passer 2 heures et demie pour finir le match. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée, Tom? Bah justement, j'allais mentionner le temps additionnel. On a eu 24 minutes quand même sur l'Angleterre, mais autrement, non, bah, c'est une belle performance des petits jeunes et je pense que Bellingham, il nous a sorti sa première performance pour aller chercher son petit titre de meilleur joueur, meilleur jeune de la compétition. Flo, toi, il y a quelque chose qui t'a marqué aujourd'hui? Bah écoute, moi c'est assez global, c'est le rythme des 3 matchs. Alors il y a eu un match complètement à sens unique du côté de l'Angleterre-Iran, mais c'est 3 matchs qui ont été assez rythmés et je trouve que c'était des matchs très plaisants à suivre, notamment très agréablement surpris par les États-Unis. Et juste en 2 secondes, une immense poussée pour le nez du gardien iranien. Voilà, je lui souhaite du courage. Bon, et puis même toute l'équipe iranienne en règle générale Ouais, qui a passé clairement. une journée compliquée. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le rythme. On verra au fur et à mesure de la compète, mais est-ce que finalement cette absence de préparation n'a pas laissé les joueurs dans une dynamique de club et une structure club et que moi je me demande même si en fait on voit peut-être moins les carences des entraîneurs de sélection et qu'on est plus sur un football de club qu'un football de sélection en ce début de Coupe du Monde. Mais bon, il n'y a que 4 matchs qui ont été joués, on verra ça par la suite. Merci les gars et puis on enchaîne. Demain, on a 4 matchs au programme et notamment un Mexique-Pologne, une affiche qui est quand même assez séduisante sur le papier quand on connaît les effectifs et pourtant 2 pays, Tom, dont tu voulais nous parler parce que justement, on va pas dire que la démocratie soit leur première passion. Non, justement, c'est vrai que le Mexique-Pologne est un match pas réputé et pas régulier en Coupe du Monde. C'est le premier depuis 1978, donc c'est assez notable. Mais aujourd'hui, je veux parler plutôt de la liberté de la presse, un des grands débats présents au Qatar, mais pas forcément celui qui fait le plus parler, tellement il y a d'autres aberrations pour cette compétition. Avant de parler des exemples mexicains et polonais, je dois vous parler de l'organisme Reporters sans frontières, qui lutte pour la liberté de la presse à travers le monde et pour la sécurité des journalistes. D'autres organismes comme Freedom House évaluent également le niveau de liberté, notamment des médias, à travers la planète. Classé 119e sur 180 pays en 2022, le Qatar est en très mauvaise posture aux yeux de ces organismes, considérés dans la catégorie pas libre par Freedom House. Avec la chaîne phare Al Jazeera comme sorte de porte-parole du gouvernement, beaucoup d'autres journalistes et médias se censurent eux-mêmes ou reçoivent un peu d'aide du gouvernement pour le faire. Pourquoi je vous parle de ça? Car de nombreux médias étrangers espèrent couvrir aussi librement qu'ils veulent ce mondial, et espèrent découvrir d'autres vérités à Doha pour les exposer au monde entier, chose qui est loin d'être acceptée au Qatar. Ce manque de liberté est également très présent au Mexique et en Pologne. D'un côté, le Mexique, classé 127e par le Reporters sans frontières, le Mexique est l'un des pays les plus meurtriers pour les journalistes au monde, si ce n'est le pire. Depuis le début de l'année 2022, 11 journalistes ont été tués. Sous la présidence de Andrés Manuel López Obrador, depuis 2018, ce chiffre monte à 35. Depuis 92, on recense 153 morts de personnes travaillant dans les médias, que ce soit des fixeurs ou des journalistes. Malheureusement, seulement 3 de ces 153 ont eu justice, avec peu de meurtres signalés auprès des autorités. On explique ceci par le fait que de très nombreux journalistes ont probablement été tués par le gouvernement, qui essaie de protéger de nombreuses informations, notamment liées au cartel mexicain, qui rapporte beaucoup d'argent aux hommes politiques. RSF et d'autres organismes luttent chaque année pour essayer d'améliorer cette situation d'impunité structurelle, en demandant de l'aide notamment aux Nations Unies. De l'autre, la Pologne. La situation est bien différente, avec des journalistes qui sont quelque peu protégés par les lois de l'Union européenne. Cependant, c'est leur travail qui est en danger. Depuis quelques mois, le gouvernement d'un pays très catholique a repris le contrôle de pas mal de choses. D'abord, en interdisant l'avortement, et ensuite en espérant interdire des moyens de contraception. Pour défendre leur position, le gouvernement a ensuite limité les sources indépendantes de médias, permettant aux autorités de continuer de changer le pays en toute tranquillité. Certaines chaînes déjà pro-gouvernement sont devenues encore plus présentes, alors que les chaînes dites libres d'influence ont été supprimées, éradiquées ou forcées au changement d'opinion pour soutenir le choix des gouvernements. Les sources privées comme TVN, essayant tant bien que mal de continuer à informer une population de plus en plus endoctrinée. Mais les médias publics comme TVP ont clairement été transformés en outils de propagande. Mieux,
un organisme contrôlé par l'État a racheté 20 des 24 journaux nationaux. À cause de sanctions financières ou d'emprisonnement, le gouvernement a essayé de faire taire tous les journalistes qui vont à l'encontre de leur doctrine. Dans un pays frappé par l'immigration de masse des Ukrainiens en cours de cette guerre, on ne peut qu'imaginer ce que ça va donner. La population totale, notamment ceux qui s'ouvrent au monde et aux médias étrangers, sont très inquiets. Donc on peut critiquer la liberté de presse au Qatar, et à juste titre. Il faut également se rendre compte que les organismes comme RSF luttent pour ces libertés partout dans le monde, même sur notre palier en Europe. Merci Tom, merci pour cette chronique réjouissante. Très sombre, ouais. Ouais, ouais, très sombre, mais bon, en fait, la Pologne, tu vois, on en parlait il y a pas longtemps quand il y a eu les missiles qui ont frappé leurs frontières. Je suis pas sûr que quand on pense à la Pologne, dans l'esprit général, on pense que les médias sont à ce niveau-là de contrôle et de censure. Il y a dans ce groupe une autre équipe bon, qui est pas un pays qui prône la tolérance et l'ouverture à l'autre et qui joue contre l'Argentine demain, c'est l'Arabie Saoudite. Et vous avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux cette photo épique réunissant Cristiano Ronaldo et Léo Messi jouant aux échecs. Ça a évidemment tapé dans l'œil de Thibaut Leplat qui sera avec nous sur toute cette Coupe du Monde et on s'en réjouit parce que c'est un vrai plaisir de l'entendre. Et il a décidé de se concentrer sur ce détail et notamment en particulier le génie argentin qui, j'en suis sûr, illuminera le match de cet après-midi. Alors, Messi rentrera en lice avec l'Argentine seulement demain, Ronaldo dans quelques jours, mais tu voulais quand même nous parler de leur magnifique photo avec Annie Leibovitz. Ouais, ces jours-ci, en ouvrant nos journaux habituels ou en rafraîchissant nos timelines, on est tous tombés sur la même photo. Bon, je veux pas parler d'Elon Musk ou du retour de Donald Trump sur Twitter, ça c'est pas du football, enfin pas encore. Non, je veux parler d'une image sur laquelle on voit à gauche Léo Messi, à droite Cristiano Ronaldo, et au milieu une valise imprimée au motif d'une célèbre marque française de bagagerie, sur laquelle est dessiné un tableau d'échecs. Les deux héros sont concentrés et sont apparemment en pleine partie. Léo, pion noir, porte un pull clair, les tatouages de son bras droit sont visibles. En face, Cristiano, pion blanc, c'est peut-être à lui de jouer, mais il a l'air d'hésiter. Il se met la main sur la tempe droite, façon penseur de Rodin, le tout baigné dans une lumière diffuse, façon Renaissance flamande, et une atmosphère de grande concentration. En dessous de la photo, une autre légende, cette fois-ci en forme de slogan, la victoire, un état d'esprit. C'est beau comme un mirage, c'est beau comme une œuvre d'art qui n'aurait pas fait exprès d'être en même temps une excellente campagne de pub. C'est une photo qui a été prise par Annie Leibovitz, qui est une célèbre photographe américaine à qui il faut rendre hommage. C'est un très beau coup réalisé par la marque et on peut considérer déjà cette photo comme une photo de légende. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'était pas la première fois, hein. Il y a 10 ans, toujours pour Vuitton, ah merde, j'ai dit la marque, pardon. Il y a 10 ans donc, elle avait été, bah, bah, tant mieux, hein, comme ça peut-être on va peut-être récupérer une Ouais, petite mallette. Il y a très bien. il y a 10 ans donc, elle avait déjà réalisé, cette célèbre photo de Pelé, Maradona et Zizou jouant au baby-foot dans la salle d'un bar en fumée. Annie Leibovitz s'est fait connaître dans Rolling Stone, a travaillé dans la mode, mais est surtout connue pour ses talents de portraitiste. Alors pourquoi? Parce que ces images ont beau être parfaitement travaillées, retouchées, mises en scène, elles sonnent vraies, si j'ose dire. Là, avec Messi et Cristiano, elle a remis le couvert, et comme il y a 12 ans, c'est le même choc, l'image vient tout à coup dépasser l'imaginaire. Alors j'explique. La force de cette composition tient, à mon avis, en deux choses. La première, bon, quand on aime le football, on est habitué aux images, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Du matin au soir, du lundi au dimanche, et jour férié, on avale vidéo, highlights, flash, retransmission. On n'est même plus ébloui par la profusion des éclats qui parviennent à nos rétines rodées à l'invasion de clichés. Avouons que c'est toujours un peu la même chose. En plus, joie d'avoir marqué, douleur de perdre, de s'être blessé, célébration d'un but, non célébration d'un but. Plus on en regarde, moins on en voit. C'est en cela que ce portrait de nos héros est remarquable. Tu viens de dire plus on en regarde, moins on en voit. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que tu nous expliques un petit peu plus. Bon, je vais pas vous emmerder avec mes bouquins, mais il y a un philosophe français qui raconte ça très bien. Il s'appelle Bergson, ça date du XXe siècle. Il parle de l'œuvre d'art. Il nous dit que les œuvres d'art ont un pouvoir incroyable. Elles nous apprennent à regarder le monde en dehors du besoin qu'on en a. L'artiste qui peint, qui met en scène, qui photographie, en même temps qu'il montre une pomme, une montagne, un footballeur, nous apprend à les regarder différemment. Il retire cette sorte de voile, dit Bergson, qui est entre nous et le monde et qui s'appelle le besoin, l'utile, l'usage. Là où on ne faisait que regarder, on apprend à voir. Et ici, Leibovitz nous a appris quelque chose. On a très peu de clichés de ces deux héros ensemble en réalité. Il paraît même que cette photo est en réalité un montage. Cristiano et Messi
la faute sans doute à des agendas certainement démentiels, n'ont jamais joué ensemble, encore moins aux échecs, et n'ont vraisemblablement même jamais été dans la même pièce pour réaliser ce cliché. Et pourtant, ça marche. D'où vient que la magie opère quand même? Ouais, je confirme que cette, photo a bien été prise à 2 moments différents et peut-être que tout ça, vient de la mise en scène générale des 13 ballons d'or que représentent ces 2 joueurs depuis une quinzaine d'années. La façon qu'ils ont eu de dominer le football mondial, leur incroyable rivalité, le slogan. Il y a plein de choses dans cette photo finalement. Quel détail on retient de cette Ouais, il y a photo? tout ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un truc en plus. Et c'est là où je voulais en venir. Pour moi, le sens de cette image, c'est dans un détail. Ce sont les pions qu'ils ont dans les mains. Annie Leibovitz met en scène ces deux héros dans une situation improbable, loin des incontournables pelouses, shorts, chaussettes hautes. Et en dépit de la mise en scène, en dépit de retouches omniprésentes, en dépit de tout le cirque du marketing, il y a du vrai dans ce cliché. Et peut-être même beaucoup plus que dans tous les instantanés qu'on a vus auparavant. La vérité qui apparaît alors, c'est l'incroyable capacité du football à faire des icônes, encore plus forts que le Vatican. Un peu comme des dieux qui joueraient du haut de l'Olympe avec des figurines humaines. CR7 et Messi ont joué l'un contre l'autre pendant 15 ans. La vérité que nous dévoile la talentueuse Annie Leibovitz, c'est pas que Léo et Cristiano aiment les échecs. Bon, on avait compris qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Non, c'est que lorsque débute un mondial, nous ne sommes que des pions dans les mains d'une poignée de héros. Les échecs, c'était le sens du détail de Thibaut Leplat aujourd'hui, échec qu'on ne souhaite évidemment pas à ces 2 immenses stars. Merci Thibaut, on se retrouve Ouais, à demain. demain. Ciao. Merci infiniment à Thibaut Leplat, c'est toujours un grand plaisir de l'écouter et on se sent toujours un peu plus intelligent, un peu plus réfléchi. Les gars, demain il y a donc ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Je vais pas vous demander une dissertation des états, de tous les états du groupe. Je voudrais plus savoir ce que vous attendez de ce match et est-ce que l'Argentine va simplement rouler sur l'Arabie Saoudite demain, Flo? Je pense, après l'Arabie Saoudite n'a jamais été une équipe majeure, mais c'est une équipe qui est quand même régulière en Coupe du Monde, donc je suis pas sûr que ça soit une équipe aussi faible que le Qatar. Après, ça reste l'Argentine demain, donc je pense que l'Argentine ne va pas avoir de soucis. Après, je suis pas sûr qu'ils roulent à proprement dit sur l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, pour rebondir juste très rapidement sur ce que disait Tom, quand on pense aussi à l'Arabie Saoudite, c'est aussi un de ces nombreux pays qui ne respectent absolument pas évidemment les libertés des journalistes. On se souvient évidemment de Jamal Khashoggi qui avait été tué et démembré dans l'ambassade saoudienne de Turquie. En Turquie, pardon. Donc malheureusement, c'est un méfait et c'est une catastrophe qui touche de trop nombreux pays et notamment beaucoup de pays qui sont présents sur cette Coupe du Monde. Donc c'est très bien qu'on ait des journalistes qui fassent très très bien leur travail, indépendants ou non, mais qui puissent en tout cas travailler et révéler tout ça au monde. Ouais, Flo, t'as bien raison de revenir sur cet événement tragique. On se souvient de la vidéosurveillance où on voit le journaliste rentrer dans l'ambassade et malheureusement jamais ressortir. Tom, tu veux réagir à ce qu'a dit Flo ou sur le match d'aujourd'hui? Bah écoute, c'est vrai que cette Coupe du Monde n'est pas réputée pour sa liberté de la presse. L'Arabie Saoudite n'en est pas un très bon exemple non plus. Mais ma chronique était aussi là pour souligner le fait qu'il y a des pays beaucoup plus développés, parce qu'on imagine forcément ce manque de liberté dans des pays du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est par exemple, mais que des pays comme l'Italie s'empirent vachement, comme la Pologne, comme le Mexique, etc. Des pays qu'on L'Amérique du imagine. Sud globalement aussi, ouais. Ouais, l'Amérique du Sud, très globalement, un gros souci d'impunité dans les meurtres de journalistes. Et pour revenir dans un truc un peu plus gai, voilà, on va parler de football et de Léo Messi. Bah, c'est vrai que l'Arabie Saoudite avait pas fait une très très forte impression en 2018, même si les mèmes étaient absolument historiques entre Gianni Infantino et les dirigeants saoudiens. Mais non, j'imagine pas une très très grosse opposition. Après, si vous écoutez les prévues, il semblerait notamment celle que j'ai faite avec Abdoulaye sur l'Arabie Saoudite, qui a une vraie force collective sous Hervé Renard. Donc on pourrait avoir quelque chose de plutôt sympa, mais on espère au moins un match relevé, quitte à ce que ce soit dans le même sens. Moi, je commence à me méfier des forces collectives et des stages commando avant la Coupe du Monde, Oui, clairement. vu le niveau du Qatar. Merci les gars. Je vous propose d'enchaîner sur le groupe D, évidemment le groupe de la France. Flo, il y a notre équipe chouchou qui rentre dans la compétition. Ils nous ont fait rêver à l'Euro. Ils jouent contre mon équipe chouchou, la Tunisie. Et je crois que toi, il y a un mot qui domine quand tu penses au Danemark, c'est l'espérance. Exactement, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est voilà donc la définition de l'espérance. Et quelle sélection plus que le Danemark pour incarner cette définition. Dans cette Coupe du Monde 2022 morose et cynique, la sélection danoise semble comme un phare au beau milieu de la nuit noire.
Une équipe à l'immense capital sympathie qui est entrée dans le cœur des fans de foot à l'été 2021. Ou presque, car c'était le 12 juin, très exactement, à Copenhague, devant son public pour son premier match à l'Euro 2020 face aux voisins finlandais. Une image qui marque, qui choque, d'abord celle de son leader technique Christian Eriksen, qui s'effondre à la 43e minute, victime d'un malaise cardiaque sur la pelouse. Des minutes insoutenables, en mondovision, un peuple en larmes et l'effroi, surtout. Mais des coéquipiers exemplaires dans le drame qui auront contribué avec le secours à sauver la vie de leur star. Sonné et sommé de terminer sa rencontre le lendemain, le Danemark s'était pourtant révélé. Habité par une force collective profonde après avoir frôlé le drame, les Rods videux avaient emballé l'Europe du football avec un jeu offensif porté par des révélations et en empilant 11 buts en 4 rencontres jusqu'en demi-finale. Avant de rendre les armes finalement après prolongation face aux Anglais dans leur antre de Wembley. Depuis, Christian Eriksen a retrouvé les terrains avec défibrillateur du côté de Manchester et la sélection n'a pas baissé de niveau de jeu, survolant son groupe d'éliminatoires avec 9 succès en 10 matchs, sans oublier ses 2 victoires de prestige face à la France en Ligue des Nations ces derniers mois. Des Bleus qu'elle retrouve d'ailleurs à nouveau en poule, comme en 2018, alors que les Danish Dynamite, le surnom de l'équipe, apparaissent désormais comme un crédible outsider. Et pour ne rien gâcher, le Danemark fait figure d'irréductible opposant à cette Coupe du Monde qatari. La fédération danoise se veut en effet en pointe sur la défense du respect des travailleurs migrants et des droits LGBT+. Une opinion publique hostile à cette Coupe du Monde, tout comme ses joueurs, qui ont échangé à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois avec Amnesty International notamment, l'association les a ainsi confortés dans leur choix d'y aller, tout en les exhortant de continuer à alerter sur les conditions d'organisation de cette édition. Une fédération et des joueurs conscients, donc, et frondeurs que la FIFA a désormais dans le viseur. Malgré les pressions de la plus minable et petite des grandes instances dirigeantes, qui a conduit 6 autres fédérations européennes à abandonner le port d'un brassard aux couleurs arc-en-ciel, les ordres de Kasper Julemand, le sélectionneur danois, ont bien tenté de tenir bon et porter ce bout de tissu de soutien, frappé de la mention One Love, pourtant si controversée, mais déjà porté en Ligue des Nations. Avec en tête évidemment le capitaine, Simon Kjær, héros et sauveur d'Eriksen un an et demi plus tôt, et qui devait donc porter l'objet symbolique autour de son bras. Mais la FIFA a donc estimé que le fait de s'opposer aux discriminations constitue une faute et une provocation, s'opposant ainsi directement à l'UEFA qui avait soutenu l'initiative des sélections européennes. La FIFA avait d'ailleurs déjà retoqué la sélection danoise en leur refusant l'inscription Human Rights for All sur leur nouveau maillot d'entraînement, alors qu'elle regrettait au même titre que le gouvernement du Qatar le choix de l'équipementier danois Hummel d'habiller la sélection d'un maillot sans logo apparent ni de la marque ni de la fédération, et de sortir une troisième tenue intégralement noire en signe de deuil pour les travailleurs immigrés morts sur les différents chantiers. Si sportivement, le Danemark est déjà entré dans les cœurs des fans européens, les joueurs et la fédération ne semblent pas résignés à l'idée d'agir et de marquer le coup. Et il faut désormais espérer que la bouffée d'oxygène et de fraîcheur que procure cette sélection et que l'engagement profond de ses acteurs ne soit pas bridé ou dépassé par la pression médiatique autour de la sélection et de ses positions. Merci beaucoup Flo. C'est vrai qu'on on ne trouve plus les mots pour parler de la FIFA et d'Infantino tellement à chaque fois qu'il prend la parole, c'est une catastrophe. C'est vraiment rageant parce que on sait qu'il est basé au Qatar, on sait que de toute façon, quoi que décidera le Qatar, il leur mangera dans la main et qu'il dira amen à tout ce qu'ils disent. Bref, enchaînons parce que ce type me rend complètement fou et l'autre abruti de Séphérine, quand tu te dis que ces deux mecs-là dirigent le foot, c'est quand même bien flippant. Enchaînons et on passe au match qu'on attend le plus, le match entre la France et l'Australie. Ça a rappelé de bons souvenirs, enfin plutôt de mauvais souvenirs pour la France, mais des souvenirs qui ont marqué Jean-Baptiste Guégan, notamment à propos d'une affaire de sous-marin, et il vous raconte tout ça avec Valentin. Troisième jour de notre chronique géopolitique, toujours avec JB Guégan, qui nous accompagne pendant toute cette Coupe du Monde et qu'on remercie encore une fois. JB, on va s'intéresser au match de la journée, en tout cas d'un point de vue franco-français, qui est évidemment le France-Australie, qui est aussi une source de tensions diplomatiques. On se rappelle évidemment de l'incident l'an passé, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a 1 an et demi, c'est ça, sur la question des sous-marins australiens. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre la France et l'Australie en termes de tensions diplomatiques, et que peut faire ce match pour apaiser un petit peu ces tensions? Alors ce match, hein, justement, c'est celui du souvenir, hein. C'est la deuxième fois qu'on va croiser les Australiens dans une compétition de sport collectif, hein. On les a pliés là récemment, en rugby, et puis on était content de le faire.
hein, le Command Wallabies s'est transformé en rentre chez toi, petit koala. Voilà, petite dédicace à Flo Lisca qui se reconnaîtra. Ouais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que bah, aujourd'hui, la relation, c'est plus la même. D'abord, l'ancien Premier ministre australien Scott Morrison, qui s'était servi justement de cette affaire et qui avait rompu finalement la commande publique de sous-marins, aujourd'hui a laissé sa place. Le nouveau Premier ministre qui est Anthony Albanese, et lui, pas du tout du même bord, hein, c'est pas un libéral, c'est un travailliste. Et il s'est rapproché justement de la France. On a eu une sorte de rabibochage à très haut niveau, d'autant que bah, la situation se complique parce que la Chine est extrêmement active, que les Australiens n'auront toujours pas de sous-marins puisque les Américains Ouais. seront incapables de les leur donner. Et Ouais. donc, bah, comme on dit, hein, il fallait pas jouer. Donc, à un moment donné, dans cette zone qu'on appelle l'Indo-Pacifique, ce France-Australie, ça va être aussi l'occasion de montrer le rapprochement à nouveau de ces deux États. Faut pas oublier hein, que la France est un pays finalement de l'océan Indien aussi, justement avec ses confettis d'empire que sont notamment la Polynésie française. Et à cette occasion, on aura peut-être des échanges diplomatiques en arrière-plan. Je suis pas sûr parce que c'est l'un des premiers matchs qu'on ait un très haut niveau de dignitaires présents sur place. Mais il y a fort à parier que ça va compter aussi dans les relations. Ça s'est sacrément normalisé. On a pu le voir au Stade de France là lors du France-Australie en rugby. Ça n'a pas sifflé. Bien au contraire, ça a été très respectueux. Là, on peut imaginer qu'on aura aussi de belles images. Et avec une défaite des Australiens, ce sera encore meilleur. Bon, de toutes les manières, a priori, footballistiquement, l'Australie semble être un petit peu en retard par rapport On peut, aux autres concurrents du groupe. tu peux le dire, c'est horrible. Très bien, très belle conclusion. De manière plus générale, est-ce que tu peux nous parler de la situation géopolitique de l'Australie? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de cette compétition? Peut-être le rapport avec bah, le Commonwealth, puisque l'Australie est directement rattachée au Commonwealth, toutes ces petites choses-là. Alors, si on regarde l'Australie aujourd'hui, c'est un acteur qui est parmi les plus polluants du monde, mais c'est l'un des acteurs aussi qui a le plus fort développement dans la région, mais il est contraint par son voisinage proche. Vous avez la Chine qui commence à être très hostile et qui montre son influence. Il y a une grosse communauté chinoise en Australie. Vous avez l'Inde à proximité et donc l'Australie se retrouve bien embêtée puisque avec les Néo-Zélandais, ils sont confrontés à des puissances qui les dépassent de très loin. Il leur faut donc se rapprocher du Commonwealth et plus généralement construire, hein, c'était toute la logique de l'AUKUS, un partenariat avec la Grande-Bretagne, sortie du Brexit, et puis surtout les États-Unis, parce que du point de vue stratégique, ils peuvent être davantage sous influence et sous dépendance que les autres. On a vu des passes d'armes assez fortes là, sur les 2 dernières années avec la Chine. C'est pas rassurant pour les Australiens, ça les a légèrement tendus. L'histoire des sous-marins aussi, c'était lié à ça. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, l'Australie est dans une zone qui est la zone la plus fréquentée du monde, celle qui va être le centre de gravité du monde, avec un problème, hein, c'est qu'elle est incapable de se protéger par elle-même. Et donc, il va lui falloir derrière un réseau d'alliances fort. Il n'y a pas d'OTAN, hein, comme on peut le trouver en Europe, par exemple, dans cette zone-là. Et donc, cette Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de rappeler ce qu'est l'Australie. C'est l'occasion de montrer qu'elle a un sport, un football, etc. Mais c'est peut-être aussi l'occasion, justement, de rappeler à tout le monde que c'est un pays qui doit compter. Et dans l'image des gens, on a une image très lointaine de l'Australie. Ça aide pas forcément sa diplomatie. Mmh. C'est une des équipes qui s'est le plus exprimée sur, justement, toutes les questions qu'on a eues autour du Qatar dernièrement. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une manifestation, patriotique de la part des joueurs ou pas du tout? Alors, si on est rationnel, le problème des Australiens, il est assez lié à une certaine forme d'hypocrisie générale, hein. Effectivement, ils sont extrêmement exprimés comme tous les peuples anglo-saxons qui, sont ouverts à la question du respect des minorités et cetera. Mais quand on voit les discriminations qui sont imposées aux aborigènes, quand on voit comment ils traitent les migrants, sud-asiatiques sur des îles qui en plus sont souvent pas des îles australiennes, il y a quand même un deux poids deux mesures qui est quand même, au moins aussi drôle, que le Qatar bashing. Après, l'Australie a tout à fait raison, hein, de se positionner sur ces questions-là, mais peut-être que balayer, devant sa porte et nettoyer les feuilles d'eucalyptus qui traînent serait pas une mauvaise chose. C'est bien, on va conclure avec ces magnifiques expressions qui sont très Et révélatrices de ce que et tu on viens de nous bosse, hein, dire. pour 11e art, on bosse les gars. Eh bah, ouais.
Merci à Jean-Baptiste Guégan et à Valentin pour cet entretien. Merci beaucoup messieurs. Et écoutez, on se retrouve demain, normalement avec la même équipe. Et puis d'ici là, kiffez bien cette Coupe du Monde et à très vite.